Bonjour. Ce matin, nous avons eu un conseil de gouvernement où nous avons pris certaines décisions. Nous voulions aussi faire le point sur la situation telle que nous l'avons dans ce pays. Actuellement, la situation est toujours bonne, donc c'est une situation où nous voyons que le nombre des nouvelles contaminations et les capacités de nos structures sont actuellement réconfortants. Donc, le déconfinement du 20 avril, bon, je rappelle, c'était le premier déconfinement. Nous avons donc fait une annonce, nous avons attendu les répercussions du premier déconfinement, puis il y a eu des déconfinements un peu moins importants. Le 11 mai, il y a eu un premier grand déconfinement. Maintenant, c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur l'impact du deuxième grand déconfinement du 11 mai, mais lundi prochain, je peux déjà l'annoncer, il y aura un conseil de gouvernement où nous aurons derrière nous un délai de 2 semaines et si les chiffres devaient se confirmer, comme c'est le cas actuellement, alors je vais faire des propositions avec la ministre de la Santé pour annoncer de nouvelles mesures de déconfinement. Ce serait trop tôt de faire des spéculations actuellement pour dire qui sera concerné, ce qui sera concerné. Donc lundi prochain, il y aura aussi un point de presse pour, nous l'espérons, donner des nouvelles positives. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons gagné la lutte contre le virus. Ce serait faux de penser qu'il n'y aurait pas de problème. Mais nous pouvons dire que, pour l'instant, nous avons réduit les effets du virus. Nous pouvons dire que les mesures prises ont des effets positifs sur les chiffres. Je suis convaincu qu'à Luxembourg, nous avons opté pour la bonne stratégie. Il a fallu opter pour cette stratégie rapidement, dans le consensus, avec les différentes instances, et je suis certain que nous avons pris la bonne décision qui nous permet maintenant de rester dans un déconfinement. Cela reste toujours un chemin de la solidarité, de la responsabilité, et si nous avons réussi jusqu'ici, tous ensemble, c'est le message qui est important pour l'avenir. Et nous savons, même si je dis que pour l'instant les chiffres ont une évolution positive, qu'il y a quand même une série de personnes qui ont des nouvelles moins positives. Nous avons réalisé le déconfinement, il y a encore une série d'établissements qui restent fermés et nous savons que pour beaucoup de personnes, actuellement, il y a une question d'existence, de qualité de vie. Pour des entreprises de tradition, dans la situation où elles se trouvent actuellement, il y a des craintes à éprouver. Pour cela, il était important pour nous de prendre des mesures qui ont été adoptées ce matin au Conseil de gouvernement. Comme vous le savez, la semaine passée, avec les syndicats et le patronat, nous avons eu des échanges constructifs et du côté des syndicats et du patronat, il y aura aussi des propositions qui vont se retrouver dans les mesures que nous avons décidées aujourd'hui. Donc l'échange, le dialogue que nous avons eu avec eux a été très productif. Monsieur Gramegna va s'asseoir avec les deux vice-premiers ministres, présenter ces mesures et messieurs Delles et messieurs Fayot, le ministre de l'économie et des classes moyennes, vont organiser une conférence de presse vendredi pour aller plus dans le détail des mesures que nous avons retenues. Aujourd'hui, nous avons un plan de relance, un nouveau départ pour le Luxembourg, si on peut l'appeler ainsi, ou pour le résumer, donc un nouveau départ que nous envisageons. C'est une grande partie de mesures qui auront un impact de 700 à 800 millions d'euros
qui vont venir s'ajouter aux aides directes qui ont été décidées jusqu'ici. Comme je l'ai dit, les dernières semaines, nous avons eu un paquet de stabilisation qui a été décidé. Maintenant, il importe d'avoir une relance qui s'impose. Donc, un nouveau départ pour le Luxembourg. Permettez-moi de vous présenter ce paquet dans trois grandes priorités. Tout d'abord, les emplois, le maintien des emplois et encourager aussi le retour au travail. L'ADEME nous a donné des chiffres ce matin. Notre but consiste à avoir aussi peu de personnes que possible dans le chômage et aussi, en raison de l'impact du Covid, nous ne pouvons pas nous permettre que les écarts sociaux ne s'augmentent en raison de l'impact de cette crise. Une deuxième priorité concerne les entreprises qui sont le plus concernées dans ces secteurs qu'il faut continuer à soutenir et aussi une relance économique durable. Ce matin, nous avons adopté le PNEC. Nous nous sommes fixés des objectifs au niveau de la réduction des émissions de CO2 et des énergies renouvelables et nous voulons aller dans cette direction. Et dans cette relance économique, il importe pour nous d'avoir un impact durable. Donc, comme je l'ai dit, le maintien des emplois dans les secteurs qui sont le plus concernés par la fermeture, là, il faut les soutenir par différents mécanismes. Un mécanisme, c'est le chômage partiel structurel pour les secteurs les plus concernés. Les entreprises qui sont concernées par la crise pourront, à partir du 1er juillet, avec une procédure numérique, demander un chômage partiel. Le gouvernement a aussi décidé ce matin qu'un fonds de relance et de solidarité pour entreprises sera créé. En fait, c'est pour les entreprises qui sont le plus concernées et il s'agit d'aide pour les entreprises qui ont dû rester fermées jusqu'ici, le secteur de l'ORESCA, le secteur du tourisme, le secteur événementiel, les studios de fitness, mais aussi d'autres entreprises qui vont avoir pendant 6 mois une aide directe pour compenser les pertes du chiffre d'affaires pour les compenser, donc à concurrence de 25%. Pour tous les salariés qui travaillent dans les entreprises qui étaient fermées, on va obtenir une aide publique de 1 250 € par mois. Pour chaque salarié en chômage partiel, une aide de 250 €. Messieurs Gramegna, Kersh et Bausch vont entrer plus dans le détail ce soir. On a aussi prévu des plafonds et différents mécanismes. Puis, il y aura aussi une aide pour la relance du commerce. Les magasins qui ont jusqu'à 250 collaborateurs auront une aide directe et aussi une aide fiscale par collaborateur chaque mois à concurrence de 1 000 € pour le mois de juin, 750 pour le mois de juillet, 500 pour le mois d'août, jusqu'à un maximum de 500 000 € par mois. Il y aura des investissements dans l'évolution durable des entreprises et là, M. Fayot devrait, vendredi prochain, dans la conférence de presse qu'il va tenir avec M. Fayot, il va déclarer dans le détail comment nous pourrons aider les entreprises pour investir. Il y a aussi des mesures supplémentaires qui ont été prises. Tous les résidents, tous les frontaliers auront un bon pour une nuitée dans une structure d'hébergement à Luxembourg pour soutenir le tourisme parce que nous savons qu'avec le soutien du tourisme, nous incitons les gens à faire des visites. Nous soutenons ainsi le tourisme et l'hôtellerie. Les gens vont aller boire, aller prendre un repas, boire un verre. Nous ne savons pas comment vont se présenter les vacances d'été. Pour l'instant, c'est aussi un soutien pour le tourisme et tout ce qui l'entoure. Pour les loyers, et ça c'est un message qu'on a reçu régulièrement, le loyer c'est le problème d'un taux fixe pour les entreprises qui est problématique, les propriétaires privés, donc nous voulons les encourager pour concéder les marges nécessaires pour les encourager. Nous voulons les inciter à réduire le loyer. Cela veut dire que le propriétaire, pour cette année, pour toute réduction de loyer qu'il concède,
il pourra déduire ce montant doublement sur le bénéfice de la location dans sa déclaration fiscale jusqu'à un montant maximal de 15 000 euros. Et je voudrais vraiment, pour les propriétaires qui l'ont fait sans incitatif, je voudrais les remercier, mais ceci va être le coup de pouce nécessaire pour inciter l'un ou l'autre propriétaire à prendre cette mesure. C'est dans l'intérêt du propriétaire qu'il garde ses locataires, qu'il n'y ait pas de faillite, et les marges qu'il concède aux locataires sont une situation où tout le monde va être gagnant. Mais pour les personnes privées, nous avons décidé ce matin que cette année, il n'y aura pas d'augmentation des loyers, c'est-à-dire qu'il y aura un incitatif fiscal pour les entreprises, pour les commerçants. Si le propriétaire concède cette réduction, le propriétaire pourra doublement déduire cette somme de ses impôts. Et pour les personnes privées, donc il y a d'un côté le bail commercial, mais pour le bail à loyer normal, pour les personnes privées, il n'y aura pas d'augmentation jusqu'au 31 décembre parce que nous savons qu'il y a des gens qui, en raison du chômage partiel, n'ont pas reçu 100% de leur loyer et une augmentation du loyer serait difficile à gérer. Pour les avances remboursables des entreprises de tous les secteurs, de toutes les envergures, nous avons donné une grande flexibilité et nous avons élargi cette mesure pour 4 mois pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Ce matin, nous avons accepté un plan au niveau de la culture pour avoir aussi une relance économique dans la culture, aussi au niveau du sport, les vignerons, les agriculteurs. Là aussi, nous savons qu'il y a encore des discussions. Monsieur Schneider a déjà annoncé par ailleurs qu'il veut voir avec eux comment on pourra prendre des mesures. Vous avez certainement reçu le communiqué de la ministre de la Famille et c'est important pour nous dans une telle crise de savoir que ceux qui ont le plus de difficultés pour rallier les deux bouts en fin de mois en raison des pertes d'éventuelles rentrées supplémentaires et qui se sont retrouvés dans une situation difficile. Pour cela, nous avons décidé de soutenir les revenus modestes avec un dédoublement de l'allocation de vie chère cette année. Puis, nous avons décidé ce matin que le congé pour soutien familial sera légalisé, aura donc une base légale parce que nous savons qu'il y a des structures d'accueil qui sont fermées, donc des structures d'accueil où les gens ont été obligés de s'occuper des personnes concernées, des personnes handicapées ou des personnes adultes aussi handicapées, ou encore d'autres structures ou des personnes qui ont passé la journée dans des structures ouvertes. Et là aussi, en raison de ces fermetures, on pourra demander le congé pour soutien familial avec la possibilité de s'occuper des personnes concernées. Pour les étudiants, au niveau des bourses, nous avons aussi des limitations avec le nombre de semestres et la durée pour bénéficier d'une bourse et nous avons décidé de prolonger ce délai pour que les étudiants, parce qu'ils ne peuvent pas présenter leurs examens, ou parce qu'ils ont des problèmes pour aller à l'université, ou parce qu'on leur a dit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas d'examen, donc pour que les étudiants ne perdent pas les aides du jour au lendemain. Je vous ai dit, c'est une relance durable parce que nous sommes d'avis que pour les défis qui nous attendent, je voudrais rappeler d'ailleurs que dans quelques semaines, le Green Deal sera fixé. Nous voulons le faire dès aujourd'hui. Pour nous, c'est important que l'engagement que nous avons pris par rapport aux générations futures, par rapport aux soucis des gens, nous voulons une société où nous encourageons la population pour prendre des mesures durables pour la population et aussi pour les entreprises, si on opte pour la mobilité douce, l'électromobilité, les camionnettes, les voitures, les bicyclettes ou donc les vélos normaux. Là, nous voulons une augmentation des subsides qui sont actuellement accordés et cela vaut aussi pour des travaux de rénovation ou pour l'énergie consommée au domicile pour que là aussi on puisse donner une aide
et aussi pour accorder une aide qui travaille dans ce secteur pour leur donner un coup de pouce pour que les clients réalisent les travaux décidés et qu'il s'agisse des garagistes, des chauffagistes, de tous ceux qui réalisent des travaux de rénovation, ils devraient tous pouvoir profiter de ces subventions supplémentaires accordées aux clients. Donc c'est pour avoir une relance économique. D'un côté, on a vu comment nous voulons aider le citoyen, comment nous voulons simplifier la consommation, comment nous voulons soutenir la consommation. D'un autre côté, nous voulons aider les entreprises. Cela ne suffit pas de dire les boutiques seront ouvertes si personne ne s'y rend pour réaliser un acte de commerce. Bon, alors cela ne suffit pas. Pour nous, c'est important d'essayer de maintenir le pouvoir d'achat des gens avec les mesures que nous avons prises. Donc, pour les prochaines étapes, lundi prochain, conseil de gouvernement, où j'espère que si l'évolution des chiffres reste la même qu'actuellement, j'espère que nous pourrons annoncer de nouvelles mesures positives. Vous savez que pour l'instant, nous visons le 1er juin, mais cette date peut être reportée ou avancée. Et c'est important que le 25, nous ayons des analyses précises pour prendre la responsabilité, aussi pour prendre les bonnes décisions qui garantissent le bon équilibre. Puis, un point. Bon, vous savez que nous avons parlé des textes de pandémie, des textes de Covid-19. Pour nous, le gouvernement, il est important de réussir à garder le consensus, la solidarité que nous avons eue depuis le début de la crise. Ce n'est pas possible que le gouvernement dise c'est un texte, nous voulons 31 voix et peu nous importe ce que dit l'opposition. Non, nous avons toujours visé le texte qui aura le plus grand support possible. C'est pour cela que nous avons eu un échange avec la Chambre avant de voter pour un avant-projet. L'avant-projet sera présenté au Conseil de gouvernement lundi prochain avec une série de modifications. Maintenant, il s'agit de 2 projets qui seront votés, c'est prévu ainsi. Et donc, nous aurons 2 projets, mais ce n'est que lundi que nous allons les adopter définitivement, où nous allons nous fixer les règles normatives qui restent importantes pour un certain temps. Pour les délais, tout ce que nous avons discuté ouvertement dans la Chambre, le fait qu'au début, on devait pouvoir réagir rapidement avec de nouveaux événements. S'il devait y avoir une deuxième vague, une situation où le gouvernement devrait agir dans l'urgence, la Chambre nous a annoncé qu'elle est très flexible pour participer aux travaux et donc nous allons pouvoir discuter et légiférer avec eux sur les projets de loi et nous pensons que c'est la manière la plus transparente pour réaliser ces textes. Comme je l'ai déjà dit, nous avons aussi consulté les syndicats et le patronat à Zenningen. Les syndicats avaient des soucis par rapport au texte et si je lis les titres dans la presse, je pense qu'ils étaient rassurés sur la carcasse de ce que nous allons adopter lundi prochain. Donc ce sera lundi et il reste à voir. Bon, le 24 juin, l'état de crise va venir à terme et pour cela, il est important d'avoir une base légale qui va passer par la Chambre. Un dernier point que je voulais aborder, les cultes, parce que, bon, on a pensé que le gouvernement ne s'occupait pas des cultes. Bon, nous aurions pu dire continuer comme ça. Non, c'est la santé qui est en jeu, c'est la sécurité, c'est l'intérêt général qui est en jeu. Et pour le gouvernement, il était important que si nous disons qu'il ne doit pas y avoir de regroupement, de contact physique à l'intérieur, bon, nous savons à quel point c'est difficile. Si on limite la liberté religieuse et la liberté d'exercer sa religion, mais nous avons aussi limité la liberté de manifestation. Et un des droits qu'il est le plus difficile d'accepter, c'est limiter qui on a le droit de rencontrer. Donc si nous avons vraiment dit aux gens, évitez de vous déplacer, ne rencontrez personne, restez chez vous,
c'était une restriction des libertés de tout le monde. Et nous voulions, dès que possible, déconfiner. Donc, pas plus tard que d'hier, j'ai eu la dernière proposition d'un plan de déconfinement d'un culte. J'ai tous ces plans maintenant et dès demain, j'aurai une réunion avec les responsables des cultes conventionnés pour voir avec eux comment nous pourrons élaborer un plan qui se trouve sur la table, mais où il reste des points à discuter pour que nous puissions prendre des mesures et faire des annonces le 25 pour savoir quand les cultes seront de nouveau ouverts. Pour moi, c'est important que tous les cultes puissent ouvrir leurs portes et donner aux croyants des différents cultes leurs droits pour exercer, pour se rendre au lieu de culte et se rencontrer dans une communauté. Mais le fait est que les gestes barrières, que les mesures sanitaires comptent partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des églises. La distanciation sociale reste très importante pour éviter qu'il y ait une prolifération du virus. Mais demain, donc, nous aurons une réunion et je suis convaincu que demain matin, après la réunion, nous aurons la fumée blanche qui va annoncer ou qui va nous permettre de faire des annonces qui vont satisfaire tout le monde. Voilà pour les différents points et je donne maintenant la parole à Madame la ministre de la Santé. Merci. C'est bon, on a bien vu que la pandémie nous a tous bouleversés d'une manière comme nous ne l'avions pas encore vécu. Et dans l'après-guerre, bon, les plus jeunes n'ont pas encore vécu une telle situation. C'est une situation qui nous a permis de tirer bien des enseignements. Nous sommes dans une phase du mi-temps et si on regarde en arrière, on voit que cette crise nous a bien montré à quel point c'est difficile d'agir dans l'incertitude, à quel point il est difficile de prendre des mesures dont on ne sait pas si elles sont correctes ou non. Entre-temps, nous avons l'assurance que beaucoup de décisions ont été correctes au début. Nous avons pris des mesures rapides et restrictives. C'était de la spéculation. Il a fallu agir rapidement et nous ne savions pas à 100% si c'était correct et cela fait du bien si on voit que les freins que nous avons appliqués l'ont été au bon moment et avec la bonne envergure. Les chiffres nous permettent de dire que nous avons évité une grande catastrophe. Le Luxembourg n'a pas connu les situations dramatiques comme d'autres pays qui n'avons pas eu un manque de matériel de protection avec une surcharge aussi pour nos hôpitaux. Jusqu'ici, nous avons pu limiter un scénario acceptable. La présence du virus est limitée, on le voit tous les jours avec les chiffres, il y a une baisse constante, c'est très positif, le nombre des patients dans les hôpitaux diminue aussi, parfois il y en a un peu plus, mais par principe il y a diminution, et c'était notre résultat ciblé, et il y a peu de personnes dans les soins intensifs, et nous avons rapidement pu intervenir pour les effets secondaires de ces mesures pour voir au fur et à mesure comment on pouvait faire. Nous savons que le virus est toujours là, la pandémie existe toujours, avec des conséquences sur l'économie et sur la société, avec les mesures prises en place pour combattre le Covid. Dans une première phase, nous avons voulu freiner. Nous avons eu un seul objectif, tirer le frein à main. Et aujourd'hui, notre objectif est un autre. Maintenant, donc, notre objectif, c'est de ne pas faire comme si de rien n'était, mais il importe de limiter la propagation du virus et parallèlement introduire de nouveau la normalité dans la mesure du possible pour rencontrer le virus de manière à l'affaiblir. Il va toujours être présent. L'objectif consiste à lentement réduire ses effets avec des obligations que nous prenons pour éviter que le virus ne se propage. Donc il faut toujours rester prudent et responsable. La peur n'est pas de mise parce que pour l'individu,
Le virus n'est pas un grand danger. Le grand danger, c'est de trop rapidement avoir de nouveau une propagation du virus. Donc la recette consiste à être responsable, montrer de la discipline et continuer comme nous avons montré que nous pouvons le faire depuis quelques semaines. Nous allons continuer à essayer de faire de notre mieux pour continuer dans le déconfinement comme nous l'avons fait au début de la crise. Nous savons que c'est difficile de toujours prendre la bonne décision. C'est un exercice difficile, nous travaillons avec beaucoup d'inconnus. Le virus nous surprend tous les jours avec de nouveaux enseignements dont il faut tenir compte. Donc notre objectif consiste à utiliser tous les moyens, à avoir toutes les connaissances requises en échange avec des experts internationaux, avec le suivi de ce qui se passe autour de ce virus, mais aussi chez nous dans le pays. Il faut comprendre comment le virus se présente dans notre population, comment il se développe, comment il évolue. Et c'est quelque chose que nous avons pu faire en collaboration avec la recherche nationale et que nous allons renforcer encore à l'avenir avec les tests que nous effectuons. Nous essayons de suivre l'évolution. Entre-temps, nous sommes à un peu plus de 63 000 tests que nous avons effectués. C'est beaucoup. Et nous allons continuer. Et qu'est-ce qui est important pour nous à l'heure actuelle? Il est important de briser la chaîne de la transmission. Comment peut-on le faire? En gardant de la distance. Ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une panacée depuis que nous nous sommes vus pour la dernière fois. La distance reste la bonne solution. Non pas forcément la distance sociale, il nous faut des contacts sociaux, mais c'est la distance physique dont je parle. La distance physique des 2 mètres qui reste la meilleure clé actuellement pour pour que le virus ne trouve plus des points de contact et pour qu'il ne puisse plus se transmettre aussi rapidement. C'est quelque chose que nous pouvons faire. Il faut toujours le garder devant les yeux. Nous avons cette clé entre nos mains. C'est le meilleur moyen pour éviter une deuxième vague. Ensuite, c'est vrai aussi, et nous continuons à tout faire pour détecter le virus là où il se trouve. Et c'est l'objectif de notre stratégie des tests avec tous les moyens que nous avons pour identifier les porteurs du virus et pour ceux qui étaient en contact étroit avec une personne positive. Donc il faut tout faire pour identifier ces personnes, les isoler et les accompagner aussi dans l'isolation, avec un suivi personnalisé que nous assurons avec notre inspection sanitaire pour éviter que les gens qui portent le virus le transmettent. Il y aura toujours des porteurs qui vont circuler, mais l'objectif, c'est freiner la propagation. C'est ce dont nous avons besoin. Ensuite, nous sommes toujours d'avis qu'il est important de motiver. Les temps sont difficiles, donc soyez patients. Les conséquences ont frappé les différentes couches de la population de manière différente. Il y en a eu qui sont arrivés à des limites existentielles. Je pense aux personnes âgées qui ont été isolées dans les maisons de retraite. Nous allons, dès que ce sera possible, libérer ou rendre les accès plus libres et soutenir les gens pour continuer à passer cette crise. On a besoin de campagne. Il ne faut pas oublier que le virus n'est pas encore derrière nous. Et pour cela, l'information est très importante. C'était aussi un sujet au cours des dernières semaines. Vous le savez tous, votre profession concerne la communication qui prend du temps. Et pendant tout ce temps, nous avons essayé de communiquer dans la transparence. C'est important qu'on comprenne ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et nous allons continuer à essayer de continuer de cette manière. Nous avons beaucoup appris dans cette crise, tout en sachant que c'est un grand défi de communiquer l'incertitude. Mais cela aussi va peu à peu s'arranger. C'est notre objectif, avec une bonne information, de créer la confiance. C'est ce dont les gens ont besoin pour que des mesures qui, à première vue, ne sont pas toujours cohérentes, mais qui, bon, pour l'individu, ne sont pas toujours cohérentes, mais quand même, il faut que les gens puissent construire une certaine confiance
pour montrer que nous avons une certaine idée. Maintenant, pour ce qui est de la santé, de manière plus spécifique, vous savez que un aspect du virus, c'est s'il se répand trop rapidement, il va nous placer dans une situation où il y aura trop de cas en même temps, et c'est là où nous devons intervenir, garder une vision sur la gérance de nos lits pour ne pas nous retrouver dans une situation où nous ne pourrions plus gérer la situation au cours des prochains mois. Ce que nous faisons actuellement, c'est nous préparer. Les travaux vont bon train. Et si nous voulons faire des annonces lundi, cela présuppose beaucoup de travail préparatoire, beaucoup d'hypothèses analysées pour voir quelles pourraient être les conditions cadres pour les différents secteurs. Ces travaux ont commencé. Nous essayons de faire une analyse avec les différents secteurs, comment on pourrait entourer la situation pour être opérationnel le moment venu. Dans un même ordre d'idées, nous nous occupons cette semaine d'un bilan de notre stratégie test. Vous savez qu'il y a certains éléments qui sont en cours. Nous avons eu souvent un échange et là aussi, vendredi prochain, on va faire un bilan qui va en même temps nous donner une bonne base pour pouvoir annoncer des mesures lundi prochain. Là, il y aura une conférence de presse séparée. Et si tout va bien, nous pourrons présenter vendredi où nous en sommes et ce qu'il en est de l'immunité généralisée et aussi pour de nouveau rendre compréhensible notre stratégie qui est compliquée et nous allons faire des efforts avec Claude Mache et aussi avec la recherche pour préciser quel est le sens de tous les projets. Puis nous sommes aussi en train de faire un bilan de la logistique. Vous savez que la logistique était un sujet clé. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons un excellent stock pour beaucoup de choses. Nous sommes dans une situation plus confortable qu'au début de la pandémie. Pour nous, cela fait partie de la préparation pour éventuellement exclure une vague suivante. Et nous sommes aussi en train d'évaluer notre réserve sanitaire. Vous savez que au cours des dernières semaines, beaucoup de personnes ont travaillé à des emplois qui ne sont pas leurs emplois habituels. Beaucoup de personnes volontaires qui retournent maintenant peu à peu dans leurs activités normales, ce qui représente pour nous un nouveau défi pour comprendre comment se présente notre réserve sanitaire sans ces personnes et ce que nous pouvons faire pour l'avenir parce que le personnel va rester un élément critique. Au niveau sanitaire, nous avons aussi beaucoup de congés de maladie, plus qu'à des époques normales, et il y a énormément de besoins. Donc c'est aussi un dossier dont nous devons nous occuper. Et pour le reste, nous sommes occupés de nous échanger pour mettre en place un secteur de la santé avec les acteurs pour tout faire pour que les activités normales puissent de nouveau retrouver une normalité. Et alors, donc, nous avons beaucoup d'échanges avec les différents acteurs, avec les médecins, les hôpitaux, pour voir comment nous allons faire pour éventuellement affronter une deuxième phase pour vraiment réagir. Nous avons beaucoup appris avec les premières expériences que nous avons faites et nous sommes confiants pour trouver de bonnes solutions pour une prochaine phase qui ne doit pas forcément être identique à la première phase. Nous avons des expériences dont il faudra profiter. Et dans ce contexte, je voudrais dire qu'entre-temps, les centres de soins avancés sont beaucoup moins fréquentés et nous avons décidé à partir du 29 mai de fermer les centres de soins avancés d'Ettelbruck et de Grevenmacher. C'est une nouvelle positive dans ce contexte. Il n'y a plus que peu de personnes qui s'y rendent et nous pouvons prendre cette décision. C'est un pas optimiste en direction de la normalité. Pour Esch, il y aura un léger décalage
Là, il y a plus de gens qui viennent. Donc là, le centre restera ouvert jusqu'au 15 juin, date à laquelle elle sera fermée. Et Lux Expo sera mis en veille probablement. Donc les halls de la Lux Expo seront disponibles pour réouvrir le cas échéant pour pouvoir réagir rapidement et recommencer lentement. Vous vous rappelez que nous avons mis en place ces centres d'accueil rapidement. Maintenant, nous sommes dans une phase où nous pouvons réduire. Pour les maisons médicales, comme nous l'avions annoncé, elles vont réouvrir le 25 mai avec les heures d'ouverture habituelles tous les jours de la semaine de 20h à 7h du matin pendant les jours fériés pendant toute la journée. À partir du 25 mai, par rapport au régime d'autrefois, le système téléphonique, bon, on aura une plateforme de téléphone pour prendre rendez-vous par téléphone pour éviter que les gens ne s'y rendent en trop grand nombre. Et nous avons aussi constaté que, heureusement, il y a eu moins de questions. Nos hotlines qui ont fait beaucoup de travail pendant les dernières semaines sont beaucoup moins sollicités. Et là aussi, on va réduire les horaires. Là aussi, nous sommes en train de faire un bilan pour voir comment nous pourrons continuer à travailler dans un rythme gérable. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes les personnes dans les CSA, pour les hotlines, les remercier d'avoir sacrifié leur week-end pour venir travailler. Je les remercie. C'était un énorme signe de solidarité. Voilà. Qu'est-ce qui reste dans l'urgence? Bon, je voudrais vraiment confirmer aux gens que nous sommes en train de voir avec tous les acteurs pour les traitements normaux qu'il faudrait les reprendre aussi rapidement que possible. Adressez-vous à vos médecins, n'ayez pas peur. Les médecins sont bien préparés. Nous avons appris à travailler avec le virus dans tous les secteurs professionnels et c'est important de ne pas retarder les traitements. Il y a déjà un impact très important au centre de réhabilitation. Beaucoup de gens qui auraient eu besoin d'une réhabilitation n'en ont pas profité au centre. Et là aussi, nous sommes en train de voir comment nous pouvons éventuellement assurer des soins à domicile. Nous avons des pistes qui sont en train d'être explorées. Tout cela dans l'optique de pouvoir aussi rapidement que possible retrouver une situation normale pour offrir aux gens les services du traitement direct ou de la rééducation, aussi de la prévention. Il ne faut pas l'oublier. Dans la prévention, on ne voit pas toujours un impact immédiat, mais c'est important de travailler dans la prévention. Là, on va voir quel est l'impact de ce travail. Donc, nous allons tout faire pour que les répercussions de cette crise soient aussi petites que possible. Nous sommes ouverts pour toutes les propositions. S'il y a encore des problèmes, nous avons beaucoup d'échanges avec la population, dont il y a des choses qui n'ont pas toujours fonctionné dans le détail. Nous avons dû faire beaucoup de choses dans l'urgence et tout le monde sait que si on travaille dans l'urgence, le travail n'est pas parfait. Là aussi, de notre côté, si vous constatez quelque chose, des erreurs, des défauts, si vous avez des idées, faites-nous passer un message. Nous avons reçu beaucoup de bonnes idées, nous avons été informés sur des problèmes que nous n'avions pas vus, mais on a pu résoudre beaucoup de problèmes de manière très simple et c'est ce que nous voulons aussi à l'avenir. Voilà. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Bonjour. J'ai quelques questions. Je commence avec la question la plus simple. Vous avez dit, Monsieur Bettel, que demain vous allez rencontrer les représentants du culte. Non, non, ce sera vendredi matin et non pas demain. Puis une question à l'adresse de Madame Lennart.
pour ce qui est des simulations, si je me rappelle bien, le scénario du déconfinement que vous venez de décider, on va faire des calculs ou des simulations. Est-ce que les chiffres seront publiés? Si oui, quand? Et par rapport aux décisions qui nous attendent le 1er juin, par rapport au secteur de l'Oresca, je sais que vous avez dit c'est trop tôt pour dire quelque chose aujourd'hui, mais dans les simulations que nous avons reçues jusqu'ici, il découle que même avec une ouverture, une deuxième vague risque de devenir dramatique. Donc vous pourriez peut-être quand même nous dire si vous envisagez cette possibilité pour les prochaines semaines ou pour les prochains mois. Bon. Eh bien, pour les simulations sur lesquelles nous travaillons, elles évoluent. Nous sommes en échange permanent avec l'université. La méthodologie a déjà été présentée et nous allons publier les chiffres avec le paquet de mesures qui vont venir pour expliquer sur quoi nous nous basons. Je peux vous dire que tous les jours, il y a de nouveaux enseignements. Aujourd'hui, nous sommes relativement optimistes et à défaut d'une mauvaise surprise de dernière minute, nous sommes dans une bonne situation de départ pour beaucoup de choses. Nous nous en occupons, je ne dirais pas jour et nuit, nous ne sommes plus dans cette situation, mais tous les jours pour actualiser aussi en raison des différents modèles avec les nouveaux effets des premières ouvertures pendant le week-end. On va de nouveau faire une simulation avec les reconnaissances, les enseignements que les derniers déconfinements nous ont apportés pour que lundi prochain, nous ayons une bonne base pour les décisions que nous voulons prendre. Pour compléter, nous savons que pour chaque déconfinement, il y aura de nouveaux cas. Nous savons que pour l'instant, le virus existe toujours. Je voudrais rappeler, quand on a décidé le 20 avril d'ouvrir le bâtiment, on avait envisagé une éventuelle catastrophe qui ne s'est pas présentée parce que les gens ont respecté les règles que nous avions décidées avec le patronat et avec les syndicats pour le secteur du bâtiment. C'est-à-dire que pour l'instant, nous voyons que pour les gestes barrières, par exemple le masque, il y a un impact aujourd'hui. Et je dois l'avouer, même si différentes organisations internationales ne sont toujours pas sûres si le masque a un effet, nous voyons qu'avec un geste barrière supplémentaire et avec le respect des gestes barrières, les nombres ou des chiffres évoluent de manière positive. Malgré l'ouverture, il n'y a pas eu d'impact de l'ouverture du 20 avril. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, nous voyons, on constate aussi que là où on a rencontré des gens, et c'est là aussi que il y a une très grande responsabilité. Nous l'avons déjà dit ici. Nous ne voulons pas que la police aille sonner chez les gens pour voir si les règles sont respectées. Nous demandons la responsabilité de chaque citoyen. On doit savoir que si on dit que 6 personnes seulement doivent se rencontrer et qu'il faut garder des distances, alors il ne faut pas être une cinquantaine à un domicile. Nous voyons que pour la majorité des cas, il y a eu quand même des situations où il y a eu des rencontres et ces réunions sans distance qui représentent le plus grand vecteur du virus. Et si les restaurants ou les cafés, si on annonce quand ils pourront de nouveau ouvrir, alors ce ne seront pas les restaurants et les cafés comme nous les avons connus. On ne va pas pouvoir être au comptoir pour s'entretenir. Non, le bistrot et le restaurant de demain auront un autre visage que ce que nous avons connu jusqu'ici. Pour un certain temps, nous avons toujours des obligations. Pour l'instant, ce sont des obligations normatives et nous sommes d'avis que pour un certain temps encore, ces positions normatives devront être maintenues et nous espérons que
si nous continuons à garder cette attitude responsable, que nous réussirons de passer d'un système normatif à un système de recommandation. Parce que, bon, nous le disons depuis le premier jour, tout le monde doit savoir qu'il fait partie de la solution si les règles sont respectées et qu'il fait partie du problème s'il ne les respecte pas. Pour l'instant, tous les scénarios sont en train d'être élaborés. Comme je l'ai déjà dit à la Chambre, les données font aussi ou appartiennent à l'université, mais c'est important pour que l'université nous fournisse des chiffres. Ce n'est pas possible si on a l'impression que nous voudrions cacher certaines choses. Si l'université est prête à publier des données, nous allons les encourager à les publier. Mais ce sont les données de l'université. Je suppose que vous les payez, donc vous aurez aussi votre mot à dire. Une dernière question. Il faut savoir que l'université a un budget et c'est très bien si l'université ne peut pas dire à l'université ce qu'elle peut faire ou non. C'est la liberté de l'université qui est très importante. Il y a des conseils où nous avons des représentants et nous allons demander avec la diligence importante qui s'impose, la publication des chiffres. Et c'est important que la politique ne dise pas ce qui est important de dire ou non. Lorsque j'ai rencontré l'université il y a une semaine, les chercheurs m'ont dit que le gouvernement devait décider quand les chiffres seraient publiés. C'est un peu en contradiction, mais je suis consciente. Bon, s'ils veulent les publier, nous ne nous y opposons pas. Ma dernière question, vous avez dit que le CNEC a aussi été décidé aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez prévu comme changement après les consultations publiques? Et je pense surtout que l'impôt de CO2 intéresse les gens le plus. Madame Dieschbourg va aussi tenir une conférence de presse la semaine prochaine. Ce que je peux vous dire, c'est que les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est une réduction de 50%, de 25% des effets des émissions de CO2. Et pour l'efficacité énergétique, nous nous proposons une augmentation de 40 à 45%. Il y a une série de mesures qui ont été retenues, mais pour les précisions, Madame Dieschbourg faudra les publier. Je peux vous dire que les mesures que nous avons adoptées ce matin pour la relance économique vont avoir un impact et seront dans la logique du Green Deal, et nous aurons certainement une politique plus durable. Nous voulons soutenir les habitudes des gens dans la mobilité, dans le bâtiment, pour le chauffage, etc. Mais donc, Madame Dieschbourg voudrait présenter ce plan elle-même. J'ai une question par rapport aux simulations dont vous avez parlé, Madame Lehnert. Luxair a aussi ouvert certains vols en direction de Stockholm. La Suède a été un des pays où il y a eu le moins de confinement. Comment est-ce qu'on a décidé d'ouvrir des vols vers Stockholm? Parce que le virus y est largement propagé. Est-ce qu'on n'a pas le risque de le ramener ainsi à Luxembourg et de déclencher une vague internationale? Nous n'avions pas de limitation jusqu'ici pour les vols, donc ce n'est pas un nouveau moment ou une décision que nous aurions prise. Il s'agit de pays où ils ont eu une autre politique. Mais en fait, ces pays ne figurent nullement sur une liste rouge. Mais bon, la Luxair avait ses avions au sol. Et bon, il y a beaucoup de possibilités pour ramener. On avait exclu beaucoup de possibilités pour ramener le virus. Bon, ça va jouer un rôle dans les nouvelles décisions que nous allons prises. La décision de la reprise a été prise récemment. Vous avez raison, nous devrons y réfléchir, mais lors des premiers calculs, cela ne figurait pas dans nos réflexions. Et évidemment,
de la situation spécifique à Luxembourg, il y aura de toute façon beaucoup de mouvements transfrontaliers. Nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons envisager l'hypothèse de tout fermer. C'est illusoire et cela ne figure pas à notre ordre du jour à ce stade. Mais vous avez raison, c'est un nouveau moment qui va être intégré dans nos réflexions et cela explique pourquoi nous prenons toujours les décisions en dernière minute pour pouvoir voir quels sont les impacts des décisions pour avoir une vue aussi bonne que possible sur la situation telle qu'elle se présente. Évidemment, nous ne pouvons pas présenter beaucoup de détails auparavant. Puis j'ai encore une question sur le plan national du climat et de l'énergie. Madame Dieschbourg va le préciser avec Monsieur Turmes, les ministres impliqués donc. Mais le plan a été publié et il y avait une certaine période pour la consultation publique qui était parallèle à la période de déconfinement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les retours de la part de la population? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de dialogue? Ce matin, on ne nous a pas dit qu'il y avait une demande pour avoir des délais supplémentaires, mais nous avons une contrainte de la part de Bruxelles. Bruxelles n'a pas décidé de nouveaux délais, ce qui aurait peut-être pu retarder la procédure dans la durée. Mais ce plan doit être avancé à Bruxelles. Mais est-ce que l'acceptation de la population, bon, comme cette consultation n'a pas pu être réalisée, est-ce que l'acceptation n'est pas perdue? Bon, les discussions ont été longues. Ce n'est pas comme si la consultation n'avait commencé qu'au début du mois de mars. Monsieur Turmes et Madame Dieschbourg ont dit que la majorité des données reçues ont été traitées. Donc, il y a eu une participation active de la part de la population. Nous n'avons pas tout simplement affiché quelque chose, mais il y a eu des événements qui ont été organisés pour impliquer la population. Je voulais poser une question par rapport aux frontières. L'Allemagne est ouverte, mais il reste la Belgique et la France, où ça ne fonctionne toujours pas. Monsieur Hasselborn était d'avis que prochainement, nous pourrions de nouveau aller en Belgique. Est-ce qu'il y a un nouveau moment? Monsieur Hasselborn nous a informé sur ce point ce matin. Il nous a dit qu'il était en contact avec ses collègues belges. En Belgique, ils ont un conseil de sécurité où les régions et les différents ministres sont représentés. Il y a des gouvernements qui nous demandent une ouverture. Et bon, ce conseil-là, il semble comme s'il prenait des décisions après avoir appris les décisions des différents pays. En fait, il n'y a pas trop de différence par rapport aux pays voisins. Donc, en fait, on demanderait un tourisme pour traverser la frontière pour des activités qui sont encore interdites chez eux. Bon, de manière concrète, nous n'avons pas encore une date de la part de la Belgique. Je sais qu'ils vont avoir un conseil de sécurité, peut-être qu'il s'est déroulé aujourd'hui, et alors on pourrait faire des annonces, mais en Belgique, il y a beaucoup de personnes qui participent aux discussions, c'est leur bon droit, mais ils doivent trouver un dénominateur commun dans cette question. Cela ne semble pas encore être le cas. Mais ce qui est certain, bon, la frontière n'est pas fermée, il y a des contrôles sporadiques, il n'y en a pas partout, mais la Belgique a encore un confinement qui ne permet pas aux gens de circuler librement dans le pays et d'interagir. Nous sommes en contact permanent aussi avec eux pour que les frontières soient ouvertes aussi rapidement que possible, mais il y a un échange et nous sommes informés au préalable s'il devait y avoir des changements. Par rapport à la France, on a annoncé que jusqu'au 15 juin, les mesures restent appliquées. Si on devait avancer une ouverture, ce serait dans notre avantage. Nous avons des contacts avec les responsables de la région, de la grande région. Nous avons eu des échanges
pour avoir une certaine coordination, mais en France, c'est une décision qui est prise à Paris. Et pour l'instant, le 15 juin est la date annoncée, mais tout ce qui pourra se faire avant sera meilleur. Bon, M. Hasselborn nous a dit qu'il avait des espoirs pour une ouverture en Belgique plutôt qu'en France. C'est ce qu'il nous a dit ce matin. Bonjour, une première question à Madame Lennert. Hier, 2 laboratoires privés ont, dans une lettre ouverte, critiqué la stratégie de test et aussi votre déclaration que la première série de tests n'a pas été performante. Est-ce que vous pouvez donner des précisions ou réagir par rapport aux 2 laboratoires privés qui se sont manifestés hier? Évidemment, je le sais, effectivement, j'avais utilisé une formulation qui était malheureuse quand nous avons parlé des nouveaux tests, parce qu'il y a des différences entre les tests. Cela ne veut pas dire forcément que les uns sont meilleurs que les autres, mais c'est une autre génération de tests. Et évidemment, les tests qui sont toujours utilisés sont très bons et dignes de confiance. Et la différence, bon, je me le suis fait expliquer, ce n'est pas au niveau des quotas d'erreur dont tout le monde peut être rassuré. Les tests remplissent leur objet, mais ils reconnaissent le virus plus rapidement, si j'ai bien compris. Mais ce n'est pas pour autant que la qualité en serait remise en question. Il n'y a pas lieu d'être préoccupé. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit que les autres tests étaient meilleurs. J'aurais peut-être dû utiliser une autre terminologie. Et maintenant, vendredi, dans une conférence de presse, il y aura d'autres détails aussi de la part des chercheurs. Est-ce qu'il est prévu que tous les laboratoires seront inclus pour la grande stratégie de test? Bon, nous l'avions déjà dit plusieurs fois. Vous savez que les dérogations ont été exprimées pour pouvoir réagir rapidement. Elle est limitée dans le temps et de toute façon, c'est une soumission tout à fait normale qui sera faite par la suite. C'est en tout cas l'avis de la commission des soumissions par rapport à ce projet. C'est une autorisation limitée à un maximum de 3 mois et je suppose que le retour à la normalité va se présenter pour les soumissions. Et puis pour le Premier ministre, l'initiative du Premier ministre français et de la chancelière allemande pour les 500 milliards a été acceptée de manière différente. Les pays qui étaient opposés jusqu'ici pour dire qui étaient contre ce projet, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes optimiste pour que tout cela puisse trouver un consensus européen? Nous sommes positifs par rapport à toutes les initiatives qui réussissent à créer la solidarité. Et je pense que la chancelière allemande et le président de la France se sont mis d'accord sur une ligne, qui est un signal fort de la part de 2 nations très importantes en Europe qui se sont mis d'accord pour annoncer cela. Parce que, bon, je comprends. Le fait est que ce dont nous avons besoin, c'est tout d'abord la solidarité. À défaut de solidarité, le projet européen n'est pas celui qu'on avait envisagé. C'est un projet de paix, un projet de solidarité, agir en commun. Mais je peux comprendre qu'on dise il faut qu'il y ait des limites sur ce qui est demandé s'il y a une relance économique, s'il y a une aide pour les secteurs touchés. Cela ne doit pas être pour compenser des erreurs commises au cours des 20 dernières années. C'est pour voir comment nous pouvons aider les pays dans le milieu hospitalier où des pays étaient plus concernés parce qu'ils n'avaient pas les infrastructures nécessaires. Et troisièmement, on doit aussi avoir un certain contrôle. On doit voir que l'argent est utilisé à bon escient. Le problème, c'est que les uns ne veulent pas de solidarité et il y en a d'autres qui ne veulent pas de contrôle. Et alors, il faut voir comment nous allons réussir. Et bon, j'avais parlé avec Madame van der Leyen cette semaine. Et en agissant ensemble, en donnant à la Commission européenne du mandat pour obtenir de l'argent, alors une piste serait en prenant des garanties pour
pouvoir obtenir les différents véhicules, donner aussi le soutien, les garanties au niveau luxembourgeois pour que cette solidarité devienne réalité. Vous me demandez si je suis optimiste. Je suis optimiste par nature. Je dois l'avouer, ce qui rend la vie plus facile souvent, mais je suis aussi souvent déçu et je dois vous dire que au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, on a quand même eu au niveau de l'ECOFIN des mesures qui ont été prises, qui sont allées dans la bonne direction. Donc mon optimisme existe toujours et j'espère que les quatre... Bon, il y en a de tous les partis, noir, bleu, rouge, vert, tous les gouvernements de tous les bords. On doit quand même réussir à trouver un chemin raisonnable et l'Europe, c'est un projet où si un pays va mal, il faut être solidaire pour qu'il puisse s'en sortir. Nous n'avons pas tous été frappés de la même manière par la crise. Nous ne demandons rien pour seulement donner, mais pour aider les autres. Merci.